J'imagine que tu regardes du porno, mais est-ce que tu as déjà regardé du porno alternatif et est-ce que tu sais ce que c'est? Cette semaine, j'interviewe Carmina, qui est productrice, réalisatrice et actrice de porno alternatif. Mais je te laisse découvrir tout ça. Tu vas voir, moi j'ai appris beaucoup. Sex Pense, un podcast qui te propose des interviews de personnes qui ont une sexualité alternative. Salut, je suis Lorraine Cosno, je suis sexothérapeute et thérapeute de couple, et aujourd'hui, j'interviewe une personne toute particulière pour t'aider à découvrir la sexualité sous un autre jour. Est-ce que tu m'entends? Oui, bonjour. Super, bonjour. Ah, c'est tout rose derrière toi, j'adore. Oui, oui, mon appart, ouais, c'est un peu ma couleur, le rose. Du coup, j'ai un peu tout meublé en rose, effectivement, C'est cool. dans mon petit bureau. Euh, du coup, commençons par le début. Oui. Euh, comment est-ce que tu veux qu'on t'appelle? Qui es-tu et pourquoi viens-tu ici pour témoigner et échanger avec moi? Alors en fait, je m'appelle Carmina et donc je suis productrice, réalisatrice et actrice de pornographie alternative. J'ai créé mon studio en 2017 qui s'appelle Carreros Film. Je suis aussi, en fait, je milite aussi beaucoup pour les droits des travailleuses du sexe et des personnes qui font du porno aussi. Depuis presque 7 ans et je suis rentrée dans le milieu il y a 10 ans en commençant par être modèle érotique, donc photo ou webcam. Et comme ça m'a beaucoup plu, en fait, j'ai continué beaucoup à faire ça et surtout à écrire sur le sujet parce que j'ai bossé pour un site donc qui s'appelle le Tag Parfait où en fait on écrit des articles sur le porno et en fait c'est ça qui m'a fait rentrer dans le milieu et en fait le fait de vulgariser un peu le métier, d'expliquer les métiers et de prendre la parole, en fait je me suis rendu compte que pour moi c'était très important. Et même si j'adore, j'adorais faire de la webcam, j'adore faire du porno, pour moi, c'est impossible de le détacher du militantisme, en tout cas, ou des prises de parole, ou de l'explication de comment ça marche, et etc., etc. Ouais, je vois totalement. Et alors, pour nos auditeurs et auditrices, est-ce que tu peux nous expliquer qu'est-ce que le porno alternatif? Alors, j'utilise le terme de porno alternatif parce que j'essaye tout simplement de faire un porno qui est un peu justement une alternative à ce qu'on peut trouver en fait sur Internet, donc qu'on appelle, on va dire plus classiquement le porno mainstream, c'est-à-dire le porno qui est produit en masse et qu'on va trouver sur les tubes. Moi, j'essaye de proposer autre chose pour les gens qui n'auraient pas envie de regarder ce type de porno-là. Par contre, pour moi, ce qui est important, c'est de garder à l'esprit que tous les types de porno sont valides, mais qu'on peut avoir des goûts différents et on peut ne pas avoir envie de regarder du mainstream et on peut peut-être vouloir rechercher autre chose. Et donc, ce que j'essaye de proposer, c'est un porno où, en fait, on va essayer de sortir des représentations qui sont très très courantes dans le porno mainstream. En termes de corps, de pratique, d'identité de genre, de présentation de genre, etc. Donc j'essaye d'avoir des personnes, on va dire, qui sont pas forcément dans les cases de la norme, et ce par tous les critères possibles. C'est-à-dire, je vais pas prendre l'archétype de la personne qui fait du porno, c'est-à-dire tu vois, une jeune femme blanche d'une vingtaine d'années qui est mince, qui a des gros seins, etc. En fait, voilà, ça, je sais qu'on le voit et qu'on le trouve un peu partout. Donc moi, ce que j'essaye de faire, c'est de montrer autre chose. Voilà, et pareil pour les pratiques. Essayer de sortir du schéma classique fellation, levrette, sodomie, éjec facial et laisser les performeurs exprimer ce que eux ils aiment faire, pour que du coup on se retrouve avec en fait une vision un peu plus naturelle du sexe, en gardant à l'esprit bien sûr que ça reste du cinéma et que c'est filmé et que c'est monté et scripté, etc., etc. Ok, oui, donc il reste malgré tout un scénario, même si c'est quelque chose qui correspond plus aux envies des acteurs et actrices. Tout à fait. Mais voilà, il faut jamais oublier que de toute façon, quand il y a une caméra, c'est pas le sexe de la vraie vie, de toute façon. Oui. Voilà.
Oui, mais totalement, c'est exactement ce que tu dis, c'est quelque chose qu'on a tendance à oublier et de se dire, moi j'ai beaucoup de patients, surtout, qui viennent et qui pensent qu'en fait, ils doivent être aussi performants que ce qu'ils voient en porno, qu'ils doivent être à la hauteur de Rocco Siffredi, alors que, en fait, pas du tout. Parce que on n'est pas tous en capacité de tenir 30 minutes de bourrinage, ni à faire, ni à recevoir. Oui, et de toute façon, c'est pas ce qu'on veut, en fait, tout simplement. Exactement. Enfin, c'est bien pour le spectacle, et c'est aussi ce que j'essaye d'expliquer, c'est qu'en fait, on montre ce genre de porno parce que c'est ce qui est facile, enfin, c'est ce qui est facile à filmer aussi. En fait, il faut que les choses soient visuelles, puisque la personne qui est devant son écran, elle peut pas se raccrocher à autre chose qu'au visuel. Donc, on montre que des choses qui sont visuellement parlantes. Et c'est pour ça qu'il faut des pénis qui sont gros, parce que quand c'est gros, c'est plus facile à filmer. C'est pour ça qu'on montre des éjacs faciales, parce qu'en fait, ça montre la jouissance d'une manière assez claire en fait et évidente, et que pour que les gens ils soient dans l'excitation, et que du coup quand on regarde du porno, on n'a pas les odeurs, on n'a pas le toucher, on n'a pas tous les sens en fait qui dans la sexualité privée en fait vont être activés. On n'a que le visuel. Donc en fait, on s'accroche à ça, tout simplement, au visuel. Donc on montre des choses qui sont visuellement faciles à montrer. Donc plus on a un pénis qui est gros et plus il est facile à filmer, plus les pénétrations elles sont faciles à filmer, etc., etc. Ah, mais ça c'est intéressant, le fait qu'il y ait des codes graphiques au final pour transmettre une émotion comme au cinéma. Tout à fait. Exactement comme au cinéma. Tout à fait. Et du coup, est-ce que toi tu consommes du porno à titre personnel? Beaucoup, oui, j'en regarde vraiment souvent. Je regarde du porno, franchement, tous les jours, je pense. Ok. Il y a vraiment, je pense, aucun jour où j'en regarde pas. Et surtout depuis que je travaille dans le milieu, en fait, si je suis pas en train de regarder du porno pour ma vie perso, je suis en train de regarder du porno pour le travail, parce que je suis en train de monter mes films, ou parce que je suis en train de regarder ce qui se fait à côté, ou parce que comme j'ai aussi toujours cette qualité un peu d'experte et de journaliste en fait sur laquelle on vient me solliciter, pour moi c'est aussi au courant de se tenir au courant des c'est important de se tenir au courant des tendances, et donc du coup je regarde ce qui se fait partout. Je vais à des festivals, et du coup il y a des fois où je vais regarder peut-être 15 films dans la journée. Enfin voilà, je regarde du porno tout le temps. Qu'est-ce qui te plaît le plus entre la production, la réalisation et l'acting? En fait, là, je me suis rendu compte récemment que ce que j'aime vraiment beaucoup, c'est vraiment le moment où je filme. Et en plus, j'ai l'impression que je suis assez douée pour ça. C'est-à-dire qu'il y a vraiment, on peut pas être doué à tout, hein, ça c'est clair. Et comme je suis dans une boîte où en fait je dois faire la majorité des choses moi-même, parce qu'on n'a pas le budget d'une boîte de production avec 15 personnes à l'équipe, en fait je me rends compte qu'il y a vraiment des trucs sur lesquels je suis plus douée que d'autres. Et vraiment je pense que les prises de vue, le fait de filmer, le cadrage, tout ça c'est des choses que j'adore faire, parce que je trouve ça vraiment génial de pouvoir être là pour capturer des moments de sexe en fait qui sont vraiment très beaux, qui sont ouais vraiment, et puis des fois même poétiques, des fois très excitants, des fois très intimes. Et en fait vraiment pouvoir avoir le privilège d'être là, d'assister à ça, et en plus de le filmer pour en faire quelque chose, pour en faire une œuvre derrière, je trouve ça chouette. Et ça c'est ma partie préférée, je pense. Trop bien. Du coup, comme tu filmes des choses que les acteurs ont envie de faire, qu'est-ce qui est différent? Est-ce que tu as des thématiques plus explicites qui reviennent plus souvent ou... Pas forcément. En fait, je pense que en fait, ça c'est un des trucs aussi que j'essaye d'explorer un peu dans mes films. C'est que je me rends compte qu'en fait, l'énergie, elle est très différente selon le jour, selon qui on a en face, et selon selon nos expériences passées aussi. Par exemple, je sais que moi par exemple j'ai une série de films que je fais donc avec Areros Film qui s'appelle 60 minutes avec, où en fait le concept c'est moi qui suis face à quelqu'un d'autre pendant 60 minutes, et en fait on coupe rien.
C'est-à-dire que c'est un plan séquence d'1 heure où en fait il n'y a pas de montage pour justement essayer de se rapprocher d'une vision le plus possible naturelle en fait de ce que ce serait une rencontre sexuelle en fait. Et en tournant ces films, je me suis rendu compte qu'en fait selon la personne qu'on a en face, selon l'énergie qu'il y a avec la personne qui est en face, les choses sont complètement différentes. Il n'y a pas de routine. Il y a peut-être un peu les choses qu'on aime bien plus que d'autres. Mais il y a jamais de routine. C'est vraiment la personne. En fait, c'est ça qui est chouette aussi, c'est que le sexe, c'est moi ce que j'aime et qu'est-ce que la personne elle aime et où est-ce qu'on trouve un terrain commun et qu'est-ce qu'on peut faire ensemble et qu'est-ce qu'on a envie de faire ensemble parce qu'il y a aussi certaines personnes qui vont nous inspirer des choses différentes, des énergies différentes. Et donc il y a jamais. Je trouve que ça se répète jamais trop. Genre, en tout cas, j'ai la chance que pour le moment, à chaque fois, ouais, c'est toujours varié, c'est toujours intéressant, c'est toujours renouvelé, quoi. C'est chouette. Trop bien. Et du coup, sur toute cette expérience, quels sont les moments qui t'ont le plus marqué ou le plus surprise? Le plus marqué, en fait, j'ai eu la chance justement, moi, j'ai travaillé beaucoup dans le porno qui est donc plutôt du porno alternatif. Il y a 2 ans, j'ai eu la chance de tourner en fait sur un tournage de porno mainstream. Donc, j'avais pas en plus, c'était un peu cool parce que j'avais pas de scène de sexe moi-même, donc j'avais pas du tout la pression d'avoir une scène de sexe. J'étais juste là pour faire des scènes de comédie. Et du coup, le fait de pouvoir assister en fait à un tournage de mainstream, pour moi, c'était vraiment bien. C'était hyper intéressant. J'ai appris beaucoup de choses parce que c'est là où je me suis rendu compte que vraiment les techniques de travail qu'on peut avoir sont pas du tout les mêmes. Parce que voilà, moi j'essaye de filmer des choses qui sont un peu organiques, alors qu'en fait là sur le tournage où j'étais, il y avait beaucoup de choses qui étaient c'était très carré quoi. C'était genre là on veut un orgasme, là il nous faut une fellation, là il me faut une sodomie. Donc prépare-toi pour la sodomie parce qu'on va faire 10 minutes de sodomie et c'était pas du tout les mêmes méthodes de travail. Je trouvais ça hyper intéressant et fascinant aussi. Et j'ai adoré pouvoir assister à ça en fait de près. Donc ouais. Ok, ouais, du coup il y a une différence où, de ce que je comprends, hein, mais le mainstream c'est plus une partition de musique et il faut s'entraîner et suivre la partition et sinon on recommence. Absolument. Et de ton côté, c'est beaucoup plus fluide et dans le move, dans les sensations des acteurs, quoi. Bah, c'est plus qu'est-ce qu'on a envie de faire, qu'est-ce qu'on n'a pas envie de faire. Il n'y a pas de aujourd'hui, on va faire ça, je le fais pas. Donc évidemment, c'est pas la même méthode de travail, c'est sûr, quoi. Les deux sont tout à fait valables. Et par exemple, moi, ça m'est déjà aussi arrivé d'être sur un tournage où on me dit bon bah voilà, en fait aujourd'hui tu vas faire une scène de sexe avec une autre femme et le mood qu'on veut c'est ça. Donc il faut parce qu'on a aussi des personnages à jouer. Et là c'était j'étais le personnage j'étais avec ma femme et donc on était amoureuses et donc il fallait montrer un truc amoureux, un truc sensuel, un truc un peu romantique mais aussi un peu familier parce que c'est la personne avec qui on vit, etc. Et du coup ça déjà c'est un peu intéressant de se mettre dans la peau d'un personnage et de faire du sexe dans la peau d'un personnage par exemple. Oui, totalement. Mais du coup, est-ce que dans le porno alternatif, on est aussi sensible à tous les mots-clés qu'on peut taper, genre big boobs ou... Je pense que bien sûr, on a chacun nos préférences et nos kinks et c'est ok, il n'y a pas de problème. Moi, il y a vraiment des choses très particulières que j'adore. Mais moi, j'essaye de m'éloigner de ça justement. Parce que on a vécu pendant longtemps sous cette époque du hashtag quoi, voilà, oui. Moi je veux ça, et c'est bien, et c'est cool parce que moi je trouve ça aussi très chouette que les gens, parce qu'en fait les gens qui aiment des hashtags et qui recherchent des hashtags, ça veut dire qu'ils ont réussi à identifier ce qui les excite. Et ça, je trouve ça vraiment bien parce que c'est déjà un travail énorme sur soi, surtout en tant que femme, par exemple, parce qu'avec toutes les injonctions à la sexualité ou à la non-sexualité qu'on a, arriver à dire moi ce que j'aime c'est ça, c'est très bien. Et donc si t'as identifié ça, c'est super. Et donc cool, s'il y a le porno qui correspond, très bien. Mais moi j'essaye de m'éloigner de ça parce que déjà ça existe déjà ailleurs, donc je vais pas faire ça sur mon site, on s'en fout, c'est pas l'endroit pour cocher big boobs, etc. Aussi parce qu'il y a plein de hashtags qui sont misogynes, qui sont racistes,
qui sont sexistes et donc enfin la réalité des choses aussi est là et donc j'essaye de m'en éloigner. Et la troisième raison, c'est parce que je pense que des fois, on peut être surpris soi-même en cliquant sur des trucs auxquels on s'attend pas. Dans le sens où, moi par exemple, je vais pas mettre de hashtag sur mon film, donc en fait, t'as l'affiche du film qui te donne une idée de ce que va être le film, mais il n'y a pas de hashtag. Donc en fait, tu cliques, tu regardes. Peut-être que tu vas adorer, peut-être que ça va moins t'exciter, mais en tout cas, t'es pas conditionné dans un truc où genre tu dis ah oui là je m'attends à ça, je m'attends à ça, je m'attends à ça. Non, laisse se laisser. C'est un peu l'idée de se laisser un peu surprendre et de dire bon c'est quoi la nouveauté ce mois-ci. Bah voilà il y a ce film, il y a un titre qui est pas explicite, il y a une affiche qui dit rien. Qu'est-ce que c'est? On va voir et on se laisse surprendre et on se laisse exciter et peut-être qu'on va découvrir des choses qu'on pensait pas qu'on aimait bien. Ou qu'on aime, ou justement l'inverse, où on va se dire ah bah en fait ça j'ai pas aimé. Et c'est bien aussi de savoir qu'est-ce qu'on n'aime pas. Donc, pas de hashtag parce que je veux qu'on se laisse surprendre en fait. C'est ça. Oui, au final, comme dans une vraie partie de Jambes en l'air, on sait pas du tout ce qui va se passer. Où on dit bon bah qu'est-ce qu'on fait quoi? Où on va? On improvise. Et du coup, comment tu fais pour financer tout ça? Parce que sur les plateformes, souvent, il y a beaucoup de gratuits. Il y a beaucoup de pubs aussi. Ouais. Des fois, il y a des mécènes ou ce genre de choses, mais c'est très... c'est un monde très, très flou quand on n'y est pas. En fait, je me suis vraiment lancée avec rien du tout. J'ai vraiment l'expression c'est j'ai pris ma bite et mon couteau et je suis partie quoi. Vraiment et là en l'occurrence c'était j'ai juste pris ma caméra et je suis partie quoi. Je me suis lancée avec rien, c'est-à-dire que vraiment le premier film que j'ai fait, je l'ai tourné avec un appareil photo numérique qu'on m'avait offert un an ou deux avant, qui était pas du tout assez quali pour faire un film parce j'étais pas en Full HD, enfin c'était juste et en fait c'est un des trucs qui est assez formidable à notre époque, c'est que on peut filmer avec pas grand chose et faire des trucs qui sont très valables avec pas grand chose et c'est aussi pour ça que le porno il connaît un boom assez important ces dernières années parce qu'on a besoin de rien. Et là vraiment j'avais rien et j'ai fait mon premier film comme ça et du coup je l'ai mis en vente à ma communauté en mode genre bah voilà c'est mon premier film, j'espère que ça vous plaira et en fait j'ai eu vraiment un soutien assez impressionnant parce que j'avais déjà plusieurs années de webcam derrière moi et les gens me connaissaient et aimaient bien mon travail et donc j'ai vraiment ressenti un soutien de la communauté qui est toujours présent parce que c'est les mêmes personnes qui vont être abonnées à Carreros Film par exemple ou qui vont continuer à s'abonner à mon OnlyFans etc. Et du coup grâce à l'argent que j'ai gagné avec ce film j'ai dit viens j'en fais un deuxième et du coup j'en ai fait un deuxième et après j'en ai fait un troisième et là j'ai dit bon il est temps peut-être de faire une société et de faire les choses propres et du coup en 2021 on est passé en mode, le site est passé en mode abonnement mensuel. Et donc, en gros, maintenant, il y a 15 films en ligne et les gens payent pour pouvoir les regarder comme Netflix, tout simplement. Et du coup, grâce au soutien tous les mois, en fait, des gens, je peux continuer de produire des films. Et sans ça, donc c'est vraiment une chance. Donc, c'est toujours du tout petit budget parce que il y a pas énormément d'abonnés et puis par exemple j'ai pas de quoi me payer donc souvent je suis obligée de bosser à côté pour pouvoir continuer etc. Mais en tout cas tous les films maintenant ils sont produits grâce à l'argent des personnes qui sont abonnées et il y a que comme ça que je pourrais continuer à en faire donc c'est vraiment super en fait. Ok ouais c'est super parce que du coup c'est des personnes qui aiment ce que tu fais et qui valident cette démarche alternative aussi et du coup le contenu que tu produis c'est aussi du contenu qu'ils veulent donc au final tout le monde s'y retrouve. Ouais. Non, c'est top. C'est un peu ça, c'est du crowdfunding en fait finalement. Ni plus ni moins, c'est comme les gens qui ont un Patreon, c'est comme les gens qui vont avoir une chaîne Twitch avec un abonnement et les gens s'abonnent. En fait, si on veut voir des choses différentes et si on veut pouvoir soutenir des producteurs ou des créateurs de contenu indépendants, il y a que comme ça qu'on peut en fait. Et je remercie vraiment les personnes qui me suivent et qui sont abonnées parce que vraiment je pensais pas mais j'ai réussi là j'ai déjà 15 films qui sont publiés et j'en ai 2 ou 3 là qui sont en train d'être terminés pour pouvoir les sortir bientôt et ça c'est fou, j'aurais jamais pensé pouvoir en faire autant quoi. C'est super. Combien de temps ça te prend de penser et mettre en place et faire un film?
Alors c'est hyper variable parce que comme je disais, comme je peux pas me payer, je suis obligée de travailler à côté et de faire d'autres choses à côté. Et là en plus je viens de faire un documentaire sur le travail du sexe que j'ai co-réalisé avec une collègue qui s'appelle Prune et qu'on vient de sortir là au mois de juillet et sur lequel on a bossé pendant 3 ans. Donc en fait ces derniers temps, j'ai pas eu assez de temps pour faire tous les pornos que j'aimerais parce que j'ai 1000 idées. Donc en fait, ça va dépendre vraiment de est-ce qu'il y a l'argent dans la boîte, est-ce que moi j'ai de l'argent et que du coup je peux m'occuper de faire ça ou pas. Mais disons que en gros, de toute façon, il faut 1 an, en gros, le temps d'avoir l'idée, le temps d'avoir le budget pour le faire, le temps d'avoir trouvé les personnes avec qui on veut tourner, le temps de pouvoir filmer et après toute la post-prod qui souvent prend très longtemps parce que comme j'ai envie que les films soient méga accessibles ou en tout cas le plus possible, je fais des sous-titres. Et surtout mes films qui durent 1 heure, faire des sous-titres pendant 1 heure, c'est hyper long, surtout que je les fais en plusieurs langues. Donc à chaque fois, en fait, je pense que je me tire moi-même des balles dans le pied en me rajoutant des difficultés. Okay. Mais en général, de toute façon, ça met 1 an le process au minimum parce que des fois, je vais avoir l'idée, je sais pas, au mois de juin, j'ai eu une idée. Il faut que je bosse un peu dessus. Et puis, allez, je me dis, vas-y, en septembre, je commence à essayer de fixer une date. On peut filmer en décembre, très bien. Et une fois qu'on a filmé, il faut faire la couleur, il faut faire le montage, il faut faire le son, il faut faire les... Donc c'est long, c'est hyper long de faire un film en fait. Et à côté de ça, ça m'est arrivé d'avoir une idée, que les gens soient dispo tout de suite et que moi aussi je sois dispo. Et du coup, pouf, en 2-3 mois c'était fait parce que j'ai bossé que sur ça pendant 2 mois. Et voilà, donc c'est hyper variable, c'est un peu compliqué parce que je me rends compte que les choses elles dépendent pas de moi et tout ça c'est à cause de l'argent tout simplement parce que si j'avais si la boîte avait plus d'argent, si j'avais des investissements ou des subventions ou des choses comme ça, je pourrais produire 2 fois plus, 3 fois plus de choses peut-être parce que j'aurais pas besoin de m'inquiéter de ah merde j'ai pas de quoi payer mon loyer ce mois-ci, donc il faut que je prenne des missions, des petits boulots à droite à gauche pour pouvoir vivre et continuer de produire les films. Donc c'est le problème des business indépendants de toute façon partout quoi. Oui, c'est clairement pas évident voilà. À moins de se démarquer, de faire partie de très très grosses plateformes. C'est ça. Mais au final, tu fais pas vraiment ce que tu as envie et le côté alternatif serait peut-être pas forcément là. C'est ça. Ouais, c'est clair que c'est pas pareil. Si tu veux, on mettra les liens en description, comme ça les auditeurs auditrices pourront aller voir le documentaire. Avec plaisir, avec plaisir. Je pense qu'il y aura des curieux et curieuses qui ne manqueront pas d'aller voir. J'espère. Oui. J'espère. Et comment ton rapport au porno a évolué et a joué sur ta sexualité au travers de toutes ces années? Je sais, ça c'est un truc que je dis souvent, mais la webcam, le fait d'être modèle érotique, d'être modèle photo et d'après avoir commencé à tourner en tant qu'actrice porno, ça m'a vraiment fait comprendre plein de choses sur ma sexualité. Ça m'a permis de faire tomber des barrières aussi que j'avais, qui étaient malheureusement construites à cause de la société dans laquelle on est, qui est patriarcale et hétéronormée. Et en fait tout ce que j'ai fait en tant qu'actrice porno, ça m'a fait découvrir ce que j'aime, ce que j'aime pas, ce que j'ai envie de faire, ce que j'ai pas envie de faire. Ça m'a permis d'être en paix aussi avec le fait d'être un être sexué, personne sexuelle, et ça m'a aussi permis d'être en paix avec le fait que, en fait, moi j'adore le sexe, quoi. Et c'est ok. Et c'est pas un truc grave, c'est pas un truc qu'on doit juger, c'est pas un truc que je dois corriger, juste en fait j'adore baiser. Et c'est en tant que femme, surtout pour les femmes, je pense encore plus de mon époque, c'était dur de pouvoir dire ça sans me sentir mal et sans avoir honte et sans me dire que c'est pas bien et que je devrais pas, parce que moi toute ma vie on m'a dit non, le sexe c'est entre un homme et une femme qui s'aiment, qui vont se marier, qui vont avoir des enfants, et faut pas être une salope, mais faut pas être frigide, faut se forcer si ton mari il veut baiser, et puis toi si t'as envie de baiser faut se retenir parce qu'en fait sinon t'es pas une fille bien.
grandir avec ça, quelle horreur en fait. Alors que moi juste, maintenant je me rends compte que en fait je suis bisexuelle, j'aime les femmes, j'aime les hommes, j'adore baiser, j'ai envie de baiser avec plein de gens et des fois j'ai envie de baiser avec personne et en fait les deux sont ok et ça, si j'avais pas eu cette expérience du travail du sexe, je pense que j'aurais pas réussi à en arriver là, je pense. Parce que j'étais coincée vraiment dans des carcans sur la sexualité et le fait de rencontrer toutes ces personnes aussi dans le milieu qui m'ont appris des choses, qui m'ont aidé à être en paix avec moi-même, avec ma sexualité, à connaître mieux mon corps. C'est une chance folle, quoi. Je pense que j'ai de la chance en fait. Sans compter qu'en plus, le fait de devenir TDS, ça a éveillé ma conscience politique. Et je pense que c'est aussi venu avec toute cette histoire de déconstruire l'hétéronorme, de devenir féministe, de réussir à penser les choses hors la pensée binaire, hétéronormée, patriarcale, capitaliste. En fait, ça a éveillé ma conscience politique et ouais, ça a complètement changé ma vie, quoi, pour le mieux. Pas juste le sexe, mais tout, en fait. Ouais, c'est super. C'est, je pense, en effet, pas donné à tout le monde. Moi, j'ai des clientes qui viennent me voir à 50 ans qui commencent tout juste à découvrir leur sexualité et à se dire ah bah je vais peut-être essayer les sextoys, ah ouais je vais peut-être essayer de discuter de libertinage avec mon partenaire parce que moi j'aimerais bien explorer, ou j'ai jamais tenté les plans à trois, j'aimerais trop essayer. Et ça, c'est une chose que je me rends compte de la chance que c'est, et du coup, j'essaye de la transmettre aussi à des gens. Mais des trucs qui paraissent un peu bêtes, mais je sais que par exemple, bah oui, j'ai une cousine qui a 50 ans, et en fait, elle sait que je fais du porno, et du coup, maintenant, quand elle a des questions sur le sexe, parce qu'elle, pareil, elle a grandi dans peut-être une vie encore plus cadrée que la mienne, parce que Ouais. les 10 ans d'écart jouent évidemment, plus le fait que moi je viens du Mexique, qui est un pays encore plus conservateur que la France. Et donc du coup j'ai cette cousine, à chaque fois elle vient me poser des questions, on parle sextoy, elle me dit ah, tu crois que c'est bien ça, tu crois que c'est bien, et ça me fait trop plaisir en fait. Parce que je me dis, je suis heureuse qu'en fait, elle a quelqu'un dans sa famille à qui elle peut parler de ça, ce que moi, j'ai pas eu, en fait. Et du coup, à chaque fois que j'ai des personnes autour de moi où je sens qu'il y a une curiosité, où je sens qu'il y a une envie, en fait, je leur dis, hésite pas, si t'as des questions, tu peux me dire si tu veux. Je sais, par exemple, il y a pas longtemps, quelqu'un qui m'a dit, genre, j'aimerais trop aller en club libertin, mais en fait, je suis une femme, je suis toute seule, j'ose pas y aller et tout. Je lui ai dit, je t'emmène, viens avec moi, on y va. Je dis même juste pour aller visiter, pour que tu vois comment c'est, pour que tu t'es déjà franchi la porte une fois et que du coup t'aies moins peur la fois d'après. Je dis, moi ça me dérange pas, au contraire, j'ai pas eu ça. Maintenant je peux me permettre d'aider les autres en fait sur ça, parce que je sais à quel point moi ça m'a rendu triste et ça m'a rendu malheureuse d'avoir toutes ces envies que j'ai réprimées parce que c'est ce que je croyais qu'il fallait faire, quoi. C'est trop bien. Et si t'avais genre une baguette magique, quel genre de film t'aimerais réaliser? Il y a un film dont j'ai eu l'idée, mais que vraiment en termes de moyens et de budget, c'est pas possible, quoi. En fait, c'est un film où j'aurais voulu en fait faire un peu un genre de révision de ma vie, parce que dans ma vie, comme je disais, en fait, il y a eu plein de choses que je me suis empêchée de faire parce que j'étais dans des carcans, un peu des trucs comme ça. Et en fait, je voulais essayer de faire un peu un film où ce serait un personnage qui revenait sur certains moments de sa vie où en fait, la personne n'a pas osé faire des choses, et qui puisse un peu comme un truc de voyage dans le temps, où en fait la personne puisse revenir sur les moments où en fait elle se dit merde, là j'aurais dû, et pour pouvoir corriger ça. Et donc on aurait vu le personnage retourner, je sais pas, dans les années 90 et embrasser la personne qu'elle avait envie d'embrasser, ou peut-être retourner dans les années 2000 et coucher avec la personne qu'elle avait envie de coucher mais qu'elle a pas osé lui dire. Mais du coup, ça suppose tellement de décors, de maquillage, de costumes que c'est chaud en fait. Mais j'adorerais faire ça parce que ce serait aussi un truc un peu pour guérir, moi, les occasions manquées, les fois où j'aurais dû dire non et je l'ai pas fait, les fois où j'aurais dû dire j'ai envie et je l'ai pas dit, tout ça. Mais ouais, du coup, ça
Ça, c'est toujours le problème, c'est le budget, quoi. C'est qu'en fait, je suis obligée de faire les films avec le budget que j'ai et pas de faire les films dont j'ai envie parce que justement, je sais que ça me coûterait probablement trop cher, quoi. Oui, ouais, bah oui, parce que à chaque fois, il y a beaucoup de matériel, il y a du temps investi, il y a les acteurs et actrices, il y a plein de... Même le lieu, enfin, j'imagine que c'est pas forcément dans des chambres classiques, il y a peut-être dans des hôtels ou dans des lieux spécifiques ou en nature, ou... Enfin, ça n'empêche qu'à chaque fois, c'est tout un ramdam, j'imagine. C'est ça. Et est-ce qu'aujourd'hui tu travailles essentiellement toute seule ou tu connais des gens et du coup tu as des communautés où tu peux discuter ou Bah, en fait, je travaille quand même le plus souvent toute seule au quotidien, en tout cas. C'est-à-dire que tout ce qui est gestion de la société, de la boîte, de l'entreprise, préparer les tournages et tout, en fait, je suis toute seule pour faire tout ça. Après, pour la post-prod, j'ai des personnes qui m'aident. C'est-à-dire que depuis le début, je travaille avec une monteuse, Surley, qui me fait tout le montage des films. En gros, je crois depuis le 3e ou le 4e film, c'est elle qui les fait. Et en gros, c'est la seule, on va dire, vraie collègue que j'ai, parce que la plupart du temps, je prends des personnes pour m'assister, mais ça va être très ponctuel, quoi. Genre, j'ai un tournage, j'ai besoin d'une personne, j'ai le budget, donc hop, je fais ça, je prends une fois une personne. Mais j'ai pas beaucoup plus de budget. J'aimerais beaucoup être entouré de gens, mais je peux pas. Mais là, je me dis qu'en 2025, ce serait quand même un peu cool de pouvoir avoir quelqu'un, on va dire, qui m'aide sur certains points administratifs ou sur certains points de communication pour pouvoir en fait me libérer de temps pour pouvoir faire des films, en fait. Parce que du coup, tout le temps que je passe à faire la compta et à faire les réseaux sociaux, etc., c'est du temps que je passe pas à produire des films. Et du coup, ça peut pas avancer, quoi. Clairement. Et est-ce que tu as des événements ou des plateformes en plus de la tienne à recommander aux auditeurs et auditrices pour découvrir le porno alternatif? Moi, je sais que quand c'est possible, je recommande vraiment toujours aux gens d'aller dans des festivals ou à des projections de porno. Parce qu'il y en a, en plus maintenant il y en a dans toute l'Europe, il y en a à Barcelone, à Berlin, à Bruxelles, à Amsterdam, à Rome. Enfin vraiment, si vous êtes près d'une capitale où il y a un festival de films porno, il faut essayer d'y aller. Même s'il y a une association qui fait une séance de porno indé, ça arrive aussi souvent. Je sais qu'il y en a à Toulouse. Il faut y aller, en fait, parce que l'expérience de voir du porno au cinéma, elle est super importante parce que ça permet de discuter avec les personnes qui font du porno, ce qui est pas souvent, en fait. Et ça permet aussi de remettre l'objet du cinéma porno à sa place, en fait, parce que il faut pas oublier que en fait, faire des films, c'est faire du cinéma, et faire des films porno, c'est aussi faire du cinéma. Et donc, ça permet, le fait d'aller au ciné voir du porno, ça permet de se rendre compte que, ouais, en fait, c'est du ciné, c'est de l'art, c'est un média culturel, ça raconte des choses qui sont impactantes pour la culture de l'endroit où on vit, pour la société, etc. Et donc, pour moi, c'est méga important de faire ça. Ouais, moi, je sais que dès que je peux, je vais au festival. Là, je vais aller au Porn Film Festival Bruxelles en mai. Peut-être je vais essayer d'aller au Porn Film Festival d'Amsterdam qui doit être en début février. Parce que c'est aussi l'occasion de voir des films indépendants qu'on voit pas sur Pornhub, qu'on voit pas sur les tubes et qui sont importants aussi et qu'il faut découvrir, ouais. Trop bien. Mais oui, je pense que... Mais c'est vrai que c'est un truc que je trouve marrant parce que le porno... si ce n'est pas le plus grand marché mondial, c'est l'un des plus grands. Et en même temps, c'est hyper tabou. On n'en parle pas du tout en extérieur. On n'en parle quasiment pas dans les médias. Et si on en parle, c'est pour taper dessus. Alors que tout le monde quasiment en consomme. Et même très jeune, et que il y a des trucs, enfin ça va du truc béni oui oui très soft à des trucs hyper extrêmes et hard. Oui. Il y a vraiment absolument. de tout. C'est, je pense, ce qui est consommé le plus sur la toile. Et moi-même, dans mon ancienne vie d'ingénieur informatique, j'ai été dans une entreprise de filtrage web, et en fait 90% des URL filtrées c'était du porno. Et on avait même
des patrons clients qui appelaient en mode comment ça vous avez censuré le porno mais moi je veux pouvoir me branler à midi non mais remettez-moi les URL accessibles là, moi je veux pouvoir mater mon porno pour manger. J'étais ah d'accord, au boulot comme ça, d'accord, bon. Bah, Je sais que ça m'est arrivé parce qu'en fait, pendant un moment, je travaillais dans un espace de coworking. Et sauf qu'en fait, tout le porno était bloqué. Pas parce qu'ils bloquaient le porno, parce qu'en fait, ils avaient un pare-feu qui bloquait de base les sites à risque. Du style les casinos en ligne. Et du coup, il y avait aussi le porno. Et donc, j'étais obligée d'aller voir le gars. Mais bon, après, il me connaît, donc il savait Il savait que voilà, je travaillais dans le porno et donc je lui ai dit, je suis désolée, mais en fait ton pare-feu, il m'empêche de travailler. Il me dit ah bon, mais pourquoi? Je dis bah tous les sites porno sont bloqués, je peux rien. Quand je voulais aller sur mon site pour bosser, je pouvais pas. Si j'avais besoin d'écrire un article, fallait que j'aille sur Pornhub, je pouvais pas. Et même les sites d'infos porno, c'est-à-dire les sites qui sont pas porno, mais par exemple les sites d'actu porno, même le journal du hard ou le site Xbiz, tout ça, où c'est que des articles de presse, bah, je pouvais pas les consulter en fait. Donc du coup je lui ai dit ouais bah là c'est embêtant, je peux pas travailler. Ouais, je trouve ça très hypocrite d'interdire presque le porno à tout le monde alors que en vrai ceux qui interdisent sont souvent les premiers consommateurs. C'est sûr. Et est-ce que tu veux ajouter quelque chose après tous ces échanges? Non, je crois pas, mais je pense que ça fait une bonne petite base de départ quoi. Je pense. Ouais, non mais c'était super. Je pense qu'on a appris beaucoup. Bah, j'espère aussi. C'était très riche d'informations. Merci. Non, merci à toi, ça me fait plaisir. Si ce podcast te plaît, je te propose de laisser des petites étoiles parce que ça m'aidera à gagner en visibilité et faire en sorte que d'autres personnes qui sont intéressées par les mêmes sujets que toi puissent entendre ce que j'ai à partager sur ce podcast.